intenter une affaire en justice ne l'ont pas demandé. Les autres situations ont trait aux problèmes relationnels ou à une demande d'aide sociale, hébergement, aide médicale ou emploi, etc. Quelques fiches concernent aussi des hommes qui ont appelé pour une femme de la famille ou pour un enfant. Donc, ces 578 femmes constituent la moitié de celles qui nous ont sollicitées. Elles ont été victimes de ce qu'on pourrait appeler une atteinte à la personne ou alors une atteinte à leurs intérêts, qu'elles aient été orientées ou pas vers la justice. Donc on voit les âges, ces femmes qui ont subi des atteintes à leurs droits sont jeunes, 75% entre 20 et 49 ans. Sur le plan matrimonial, 70% ont été ou sont dans une relation conjugale. On le verra, le mariage est un cadre de violence aggravée. Pour le niveau d'instruction, 6% se disent sans instruction, 24% de niveau universitaire, mais en fait, beaucoup n'ont pas de diplôme. Pour l'emploi et le revenu, donc, près de la moitié n'a aucun revenu. 20% de petits emplois irréguliers aléatoires, souvent des femmes de ménage, mais souvent, et 24% de salariés, 25% de salariés, mais souvent sans couverture sociale. Quelques-unes de retraite, voilà. Donc, la situation économique de ces femmes est problématique et un frein à l'autonomie. Pour l'hébergement, pardon, voilà. Donc, 20% sont dans la précarité totale. Elles sont hébergées en centre d'accueil, bidonvilles, squats, etc. Certaines SDF. 6% se trouvent dans la famille élargie ou des amis. 64% sont résident au départ dans la famille ou dans la maison conjugale. Et très souvent, le manque d'alternatives oblige la plupart à demeurer sur place. Mais elles retournent dans la maison familiale après le divorce, l'exfiliation. Et la plupart par manque de moyens, mais il faut aussi passer, pour rester une femme honorable, de l'autorité conjugale à l'autorité familiale. Donc celles qui se retrouvent, les 20% qui se retrouvent dans les squats, etc., en fait, ont connu une histoire familiale très chaotique et souvent des parents décédés ou en très grande précarité, et les frères n'aident pas toujours. Alors, l'origine géographique, attendez, d'abord, l'origine géographique des enfants. Oui, 72% sont des mères de famille, donc elles se retrouvent en charge d'enfants, et ce qui est quand même, ce qui les fragilise davantage pour trouver un hébergement ou pour retrouver un emploi. L'origine géographique, pardon. Donc l'origine géographique, 78% sont de la ville à Alger, et on remarque que pour les femmes ayant demandé une aide juridique, 85% sont de la ville à Alger, ce qui montrerait que les femmes, loin de leur famille, loin de leur milieu d'origine, ne vont pas se hasarder à aller en justice. Alors, que nous dit ce contexte social? Donc, ce sont des femmes jeunes, dépendantes économiquement, au statut précaire, en charge d'enfants, sans grande formation et avec des familles qui n'ont pas toujours les moyens de les prendre en charge, puisqu'elles s'adressent à une association. Et donc, il faut prendre en considération toutes ces femmes. Les violences vécues par ces femmes. Les violences physiques sont subies par 400 femmes sur les 570, soit 70%. Certaines ont connu la violence dans la famille, ensuite dans la maison conjugale, ensuite de nouveau dans la maison familiale. La violence physique est souvent une constante dans les relations femmes-hommes jusqu'à 50 ans. Il y a des insultes, des humiliations, etc. 148 ans, femmes en parlent, mais en fait, toutes les situations sont accompagnées de violences verbales psychologiques. Harcèlement, 38. Séquestration, 13 femmes.
Quand on dit séquestration, ça veut dire séquestrée. Elle ne sort pas de la maison et parfois même pour l'une d'elles, elle était enfermée dans une chambre pendant plus d'une année. Harcèlement 38 cas, séquestration 13 femmes, violence sexuelle 13. Nous avons relevé 10 cas de viol conjugal, bien que peu de femmes en parlent et que ce délit n'est pas inscrit dans la loi pénale. Nous avons relevé 4 cas de tentative et 1 cas de prostitution forcée d'épouse, 3 cas de torture et 6 cas de tentative de meurtre à l'arme blanche par immolation, en la dans le vide, etc. et 1 cas de féminicide en 2022. Alors, les violences conjugales physiques touchent 87% des femmes mariées, qu'elles soient encore dans la maison conjugale, divorcées, séparées, etc. Parmi elles, un peu plus de la moitié a demandé une aide juridique. Alors, quels sont les 2 cas où elles demandent une aide juridique? Ce sont d'abord celles qui ont passé un cap de cumul des violences très graves, torture, tentative d'assassinat ou tentative de proxénétisme, victimes de prostitution, et celles qui ont des difficultés de survie en fait, abandon de famille, répudiation, elle ne reçoit pas la pension alimentaire alors qu'elle a la hadana des enfants, etc. 13 femmes ont vu le remariage de l'époux sans leur consentement. Nous avons reçu plusieurs femmes aussi qui ont été attirées par la découverte de l'homosexualité de l'époux. En fait, la preuve pour demander le divorce est le plus difficile, et sans parler de la pudeur de la sexualité. La naissance d'enfants, pour certains, les oblige en fait à se résigner ou alors à demander leur divorce. Les violences familiales aussi font plus difficilement appel à une procédure juridique, alors qu'on dénombre 112 cas. Seulement un tiers des femmes a sollicité une orientation vers l'avocat. Les frères sont les agresseurs les plus souvent cités. 25 femmes ont été expulsées du domicile familial. Les violences sexuelles, les incestes en fait sont les violences les plus tues. L'inceste a été imposé à la femme dans son enfance, par un frère, par un père, par un oncle, ou bien la femme est actuellement harcelée sexuellement par un proche, frère, oncle, etc. Les enfants sont aussi victimes des incestes et les pères sont les plus souvent concernés. Pour ce qui concerne les enfants, il y a aussi des violences physiques. Les femmes ont rapporté 25 cas commis par le père très souvent, et ce sont des violences qui accompagnent les violences conjugales. Et en fait, on sait, mais ces violences ne sont pas rapportées aux autorités, et malgré le fait qu'on connaisse quand même les conséquences des violences conjugales sur le développement des enfants. Alors, violence de la belle famille, elle n'est pas en reste. On retrouve 23 femmes se plaignant des violences liées à la promiscuité, au partage des biens après le décès des héros, et parfois aussi au harcèlement sexuel exercé par les beaux-pères ou les beaux-frères. Et dans l'un des cas, l'époux s'était suicidé. La violence de la part d'étrangers, elle est peu rapportée, parce que, évidemment, c'est moins difficile d'avoir un soutien familial et de déposer plainte quand l'agression n'est pas un proche. 4 femmes ont été victimes de violences, 13 victimes de tentatives de violences sexuelles et de viol, 28 de harcèlement sexuel, soit au milieu du travail, soit dans l'espace public. Les violences institutionnelles. Les femmes rencontrent aussi d'autres problèmes quand elles veulent se protéger de la violence, et d'autant qu'elles attendent de ces institutions qu'elles les protègent. Alors, dans de nombreux cas, l'agence de police ou de gendarmerie a refusé soit d'enregistrer la plainte, soit de dissuader les victimes, je sais pas, retourne chez toi. Et en fait, même dans des conditions effroyables, et nous en avons été témoins. Il y a aussi je disais aussi que cette dissuasion, elle existe jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, malgré la formation des policiers et des gendarmes. Alors, 2 femmes ont signalé des violences physiques de la part des membres d'autorité, police ou gendarmerie.
2 cas de harcèlement sexuel, 2 refus du médecin légiste d'établir un certificat de constat de violence, et aussi on nous a rapporté des violences verbales et des menaces de la part des juges. Des femmes aussi ont dénoncé les maltraitances subies dans certains centres d'accueil. D'abord, elles sont séparées de leurs enfants, on leur enlève le téléphone, alors c'est le lien avec l'extérieur, interdiction de sortie, et elles se sont plaintes d'insultes et d'humiliations. En fait, toutes ces violences ont été subies de nombreuses années avant que les femmes commencent à en parler pour chercher des solutions pour se protéger. Elles accumulent très souvent de nombreux certificats d'ITT. Très récemment, une femme nous a rapporté 9 certificats d'ITT entre un jour et, je crois, 20 jours. Donc, vous voyez, c'est très large. Le certificat d'ITT et même le certificat de plus de 15 jours, en fait, ne signifie pas automatiquement dépôt de plainte. Par exemple, 20 femmes sont allées directement à la demande de relâche sans déposer plainte. Je vous le disais au départ, donc 298 femmes veulent intenter une affaire en justice, mais on va voir le nombre va diminuer au fur et à mesure. 267 femmes sont orientées avec une lettre vers l'avocate, qui est conventionnée avec le réseau SIDA. Donc, affaire de violence, affaire de violence 89, affaire au statut personnel 178. Donc, 107 femmes sur 179, oui, et 29 sur 89. Oui, pardon. Voilà, oui, excusez-moi. Affaire de violence 89, ça c'est au départ. Hein. Elles sont orientées par l'avocat pour ces cas-là. Et affaire au statut personnel 178. Alors, les agresseurs sont essentiellement les proches. Ah, voilà. 64% époux ex-époux. 4% les frères, le père, belle famille, les étrangers, et 2 dans les institutions. Finalement, 112 femmes ne se sont pas présentées chez l'avocate, ou ne sont allées qu'une seule fois, ou n'ont pas présenté de dossier. Et il y a eu 6 médiations de l'avocate avec la famille sur la demande de la victime. Finalement, sur 298 femmes qui voulaient au départ entamer une affaire de justice, on ne retrouve plus que 136 femmes qui poursuivront leur plainte jusqu'au bout, accompagnées par l'avocat. C'est-à-dire que sur le plan des violences, on n'a que 32% des dossiers qui seront suivis jusqu'au bout. Et sur le plan du statut personnel, c'est-à-dire en fait, statut personnel, tout ce qui concerne les conséquences du mariage, du divorce, etc., c'est 60% qui arrivent jusqu'au bout de leur plainte. Donc, oui, alors vous voyez, 20 contre l'époux, l'ex-époux, père 3, viol 2, belle famille, harcèlement sexuel, policier 1. Donc je vous disais, 20 femmes étaient allées directement en relâche sans plainte pour violence, et 22 femmes ont été déboutées de leur demande de divorce pour violence, avant de refaire encore d'autres, réentamer l'affaire en justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces premières données? On le voit, la violence physique contre les femmes est systémique, c'est une violence systémique. Elle est fondée sur la hiérarchie des sexes, c'est-à-dire sur un rapport de force, et donc qui légitime la violence. Elle est engendrée jour après jour par le fonctionnement social, par des institutions comme la famille, mais aussi par le fonctionnement social, et qui ignore les conditions de vie réelle des femmes et de dépendance vis-à-vis des conditions de vie ou des conditions juridiques. Elles sont obligées continuellement donc, de négocier leur vie quotidienne, et parfois au sens littéral, face à ces relations violentes et inégales. Souvent, seule, en fait, la tentative de meurtre arrive en justice.
il y a eu effectivement condamnation de l'époux ou de l'ex-époux, même si souvent, très souvent, les peines vont diminuer au fur et à mesure, et ensuite en appel, et ensuite il y aura les amnisties comme le reste. Quand bien même elle réussit à obtenir une condamnation, la justice est absente. Je vais vous donner des exemples. Fatma, 26 ans, expulsée par son père après de nombreuses violences, est réintégrée dans la maison familiale par la justice, mais il lui casse la jambe et elle est enfermée depuis des années. Melika, 56 ans, est poignardé de plusieurs coups de couteau par son époux. Il est condamné à 4 ans, puis à 1 an et demi, ensuite amnistié, et elle est à nouveau enfermée dans la maison. Fatiha, 30 ans, qui a réussi à faire condamner ses frères aux violences contre elle et contre son fils, a été expulsée de la maison familiale et elle a erré de nombreuses années entre bidonville et squat. Donc vous voyez, les plaintes pour violence deviennent des affaires de preuve, mais les femmes renoncent même à demander cette aide parce que ça demande une condamnation de l'époux, donc des reports, des années de suivi, de notification, de recours, d'appel, etc. Et des fois, la relaxe. Par contre, les femmes poursuivent les affaires en justice pour les affaires d'inceste sur enfants. Là, il y a absolument les mêmes difficultés, c'est-à-dire des années d'expertise, de recours, d'appel, de notification, et parfois aussi la relaxe criminelle. Elles vont aussi quelquefois pour l'héritage familial, parce qu'il s'agit de la maison, et en fait c'est une question de survie. Donc, à côté des obstacles du fait de leur statut subalterne dans la société, il faut mettre en lumière des pratiques réelles des institutions qui ignorent en fait et qui pèsent sur la vie des personnes. On le voit, l'aspect formel de la loi, en fait, qui est égal en principe pour tous, ne les protège pas. L'égalité formelle de la loi, en fait, masque le fonctionnement réel de la loi. Il faut examiner les contraintes du vécu des femmes face aux procédures auxquelles elles sont confrontées. D'abord, les dégâts de la violence selon l'intégrité physique, psychique, sur les conséquences sociales de cette violence, le coût financier aussi de toutes les démarches, le déplacement, le coût psychologique de toutes ces démarches qu'elles doivent faire. Donc, malgré les discours qui veulent les culpabiliser, les femmes connaissent la loi. Ce n'est pas par manque de cohérence qu'elles ne déposent pas plainte ou retirent leur plainte, mais parce qu'elles savent que cela ne va pas régler, que cela ne va régler qu'une partie du problème. La mort de Cloton, par exemple, femme divorcée de 36 ans que nous avions accompagnée, a été précédée de nombreuses plaintes. Et ce n'était pas un événement inattendu, puisque l'homme l'a menacée plusieurs fois, il avait même tenté de la tuer. Elle avait déposé plainte plusieurs fois, et pourtant, ça s'est passé. Alors on se pose la question, est-ce que cette mort n'aurait pas pu être évitée? Il faudrait faire la somme des négligences, du laxisme, des dysfonctionnements de tous face à cette situation de la violence faite aux femmes. Donc, nous sommes depuis 2019 face à 219 féminicides. Elles ont été assassinées par des proches, ce sont des femmes jeunes, moins jeunes, des mères de famille, par un époux, par un ex-époux, un petit ami, avec un acharnement extrême sur les corps. Elles ont été poignardées, égorgées, décapitées, etc. Donc, tout ça, tous ces féminicides, en fait, sont les suites de ces violences quotidiennes, banales, que l'on retrouve tous les jours. Pour nous, il faut sortir de la légalité formelle des textes. Les institutions, et particulièrement la justice, doivent analyser leurs pratiques dans ce domaine. La réalité des faits montre une société qui permet ces actes et une justice non accessible aux victimes, avec ces agressions qui sont dans une impunité qui fait système. C'est pourquoi donc il faut une loi avec des pratiques juridiques suivies, des mesures concrètes, et je vais laisser la parole à Madame Khalil qui va nous exposer les difficultés juridiques des femmes victimes de violence. Je vous remercie.